Bonjour tout le monde, bienvenue, Hugo Elgado derrière le microphone, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Drive & Kick, disponible tous les mercredis sur les plateformes de streaming, sur YouTube, etc. Ça se passe sur la chaîne de l'analyste. Bonne année pour ceux qui rejoigneraient la chaîne YouTube en ce moment, ravi de vous retrouver comme je le disais. Avant de commencer, le classique, je vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent partout, c'est l'analyste FR tout attaché, Twitter, Instagram, Facebook, même pour ceux qui ont encore Facebook, le site bien sûr, l'analyste.fr pour retrouver tous les articles de tous les copains rédacteurs. Et du coup, comme vous le savez, si vous souhaitez réagir à l'émission, ça se passe juste en dessous dans les commentaires ou sur Twitter tout simplement. Comme je le disais, c'est l'analyste FR tout attaché. Ça nous permet un peu de discuter ensemble, etc. Des fois, on vous propose des petits sondages, etc. Vous allez voir, on vous en a posé un pour cette émission. Donc voilà, de quoi on va parler aujourd'hui les amis. On va se faire un petit épisode consacré à un garçon et sa franchise. J'ai nommé Ja Morant et les Memphis Grizzlies. Comme vous le savez les amis, les Grizzlies sont sur une dynamique très intéressante, très impressionnante, à un niveau auquel on pouvait les attendre, mais moi franchement, personnellement, je les attendais pas aussi fort. Commençons un peu par le garçon quand même, Ja Morant. Bon déjà, en ce moment, il y a les votes pour un certain match, le match des étoiles, le All-Star Game. Personnellement, je veux que Ja Morant soit titulaire de ce All-Star Game. Il le mérite sur le backcourt. Voilà, vous mettez qui vous voulez à côté, Steph, même du Chris Paul si vous voulez, vous mettez qui vous voulez. Mais Ja Morant joue en tout cas à un niveau de All-Star sûr et certain. Et pour moi, à un niveau de titulaire. Bon, c'est un top joueur individuel dans une top team de sa conférence. Vous l'avez vu, son contre sur Avery Bradley, le pauvre Avery Bradley, bon, c'est un des contres les plus fous que j'ai vu de ma vie, je pense. Ça m'impressionne autant que les contres à la Hakeem Olajuwon, à l'ancienne, qui chip la balle comme ça. Donc bon, c'est un joueur totalement différent, donc un contre d'un registre tout à fait différent. Mais très impressionnant. Le cercle en NBA, la hauteur réglementaire, c'est 3,05 m. Donc je vous laisse imaginer à quelle hauteur il a arrêté ce ballon et donc la détente. Ja Morant fait 1,91 m. Donc voilà, impressionnant. J'étais obligé un peu d'en parler. Ça a fait le tour des réseaux, bien évidemment. Et ça a impressionné tout le monde. Ja Morant shoot à 57% dans la raquette pour 1,91 m, comme je le disais. Ce qui est assez impressionnant. Plus le temps passe, plus son équipe est meilleure. Année 1, malheureusement, les Grizzlies, enfin, je dis année 1 avec Ja Morant, les Grizzlies étaient restés aux portes des playoffs. Il n'y avait pas encore de play-in à l'époque, mais on se rappelle, la fin de saison était un peu compliquée. Donc, ils avaient perdu des places qui les avaient empêchés d'aller en playoffs, ce qui était un peu dommage quand même pour eux qui avaient fait une très belle saison et tout. Saison suivante, play-in tournament, si je dis pas de bêtises. Donc play-in tournament, mais ils perdent. Et saison dernière, du coup, play-in tournament de nouveau. Cette fois-ci, ils passent et tu te fais sécher par Utah au premier tour. 4-1 de mémoire, 4-1 pour Utah. Utah de l'époque, 4-1, ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Ça peut potentiellement arriver à n'importe quelle équipe. Donc voilà, cette année, revenons un peu sur Ja Morant, sur les Grizzlies. Ils sont 4e à l'Ouest, 5e meilleur bilan de la Ligue, donc 4e de l'Ouest et 5e meilleur bilan de la Ligue, pour 28 victoires, 14 défaites. Bilan à domicile 14-8, bilan à l'extérieur 14-16. Donc très très propre. Ils ont battu des grosses équipes. J'ai noté un peu les équipes notables, on va dire, que les Grizzlies ont réussi à faire tomber. Ils ont battu Golden State, ils ont battu Utah, ils ont battu Miami, ils ont battu 3 fois les Lakers. 3 fois les Lakers. Alors je sais que les Lakers c'est un peu compliqué, etc. Mais n'empêche, ils ont battu 3 fois les Lakers, Philadelphie, les Suns et Brooklyn. Donc c'est pas comme si tu avais juste un bilan et tu te faisais un peu marcher dessus par les grosses équipes. Tu bats des grosses équipes, donc tu fais des statement games, hein.
On peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'est un contender clair et net. Je pense que pour quasiment tout le monde, c'est un contender clair et net. On va y venir un peu après. J'ai fait un sondage sur Twitter qui va s'afficher. Tu sais quoi, on va y venir juste maintenant. Donc le sondage s'affiche juste en dessous. La question c'était, les Grizzlies sont-ils une simple darling, donc une équipe un peu coup de cœur, où on les découvre un peu, où ils nous régalent, etc. Ou est-ce que c'est un contender à prendre au sérieux ? Et vous avez été en majorité pour l'option contender sérieux. Donc c'était un peu serré, hein, les pourcentages sont juste en dessous. 42,5% simple darling, 57,5% un sérieux contender. Donc voilà, quand même, on est sur un petit 60-40 quasiment. Ils sont premiers au rebond, premiers de la ligue au rebond avec 48,3, premier en interception avec 10,2 et premier en contre avec 6,2. Offensive rating, ils sont 4e, au defensive rating, ils sont 11e et donc au net rating, ils sont 6e. Donc il y a une équipe qui a le bilan, il y a une équipe qui a des stats, ils sont forts, rebond, interception, contre, c'est vraiment... ça traduit parfaitement l'identité un peu de cette équipe, le hustle, on lâche rien, on donne tout sur le terrain pour gagner tous les matchs. N'importe quel match, on y va pour le gagner. C'est une équipe qui est jeune, Ja en est l'exemple, à part lui, il n'y a pas vraiment de superstar, il n'y a pas d'ego, il y a le bon coach, il n'y a jamais d'histoire extra-sportive, et donc tout ça montre quand même des signes d'un groupe qui est soudé, d'un environnement qui est sain. Et là où... La plupart des équipes qui se développent le font en perdant. Ce qui est très très fort avec Memphis, c'est que eux, les joueurs de Memphis, ils arrivent à se développer en gagnant des matchs. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment respectable. Et on en revient toujours à ce truc. T'as un bon management, t'as l'esprit serein. On a l'impression qu'à Memphis, tout se passe bien. T'as l'effectif parfait, jeune. T'as le bon coaching staff. T'as le bon management. Il y a vraiment... une franchise qui est comme ça, qui vraiment fait le travail de bout en bout et qui se donne les moyens de réussir. Cet été, les Memphis vont avoir 20 millions dans leur cap space. Ils vont avoir leur propre pick de draft, le pick du Jazz protégé top 6 et le pick des Lakers via les Pels protégé top 10. Donc, on est sur une équipe qui est forte, on est sur une équipe qui domine, on est sur une superstar en Ja Morant qui nous régale. On va voir potentiellement ce que ça va donner sur la suite de la saison, bien évidemment, et on va voir ce que ça va donner sur tout ce qui est post-season, donc sur tout ce qui est play-off. Mais en gros, on a une équipe qui est forte et qui a de la flexibilité là cet été. 20 millions dans le cap space plus 3 picks de draft, ça te permet de faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux pourquoi pas attirer du monde avec ça. Donc très intéressant de voir ce que ça va donner. Et donc voilà. On a une équipe intelligente, de la flexibilité financière, des pics. Pour moi, c'est le cocktail qui a vraiment tout pour réussir et pour franchir un cap. Attention, il y a Dillon Brooks qui s'est blessé là récemment. Il s'est blessé à la cheville gauche. Donc, il va falloir se débrouiller sans lui pour 3 à 5 semaines. Donc, en gros, c'est quand même le deuxième meilleur scoreur de l'équipe. Et bien sûr, il a toujours sa grosse défense et son potentiel de défenseur élite. Les stats de Dillon Brooks là cette saison, 18,4 points, 3,3 rebonds, 2,7 passes et 1,3 interceptions. Donc voilà, attention à Dillon Brooks. Retour prévu autour du All-Star Weekend, hein, peut-être après, peut-être un peu avant. On va voir en fonction de son rétablissement. D'ici là, en tout cas, d'ici au All-Star Game, les Grizzlies ont 18 matchs à jouer. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a d'autres garçons aussi dont on peut parler. Jaren Jackson qui est à 16 points, 5 rebonds, 1 passe. Desmond Bane. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Desmond Bane me régale. Il a un contrat de 2 millions par an, ce qui est quand même assez hallucinant. Il est en quasi 50-40-90. Je vais vous donner ses stats exactes. 18 points, 5 rebonds, 2 passes, 43% derrière l'arc, 89% sur la ligne des lancers. Et au shoot, je crois qu'il est à 47 ou 48%, donc quasi 50-40-90.
50, 40, 90, pardon. Seulement 2 millions par an pour Desmond Bane. Magnifique. D'Anthony Melton, Brandon Clark, Kyle Anderson, etc. etc. Donc à part tous ces garçons, il y a plein de mecs derrière qui scorent entre eux, 5 et 10 points. Et donc tout ça, quand même, c'est le signe, comme je le disais, d'une bonne équipe, d'une équipe qui joue collectivement. Il y a une identité qui est vraiment magnifique, qui colle à la franchise de Memphis, qui a toujours été réputée pour être une franchise un peu tough, quoi, un peu pleine de tough guys. Et les Memphis, ça leur réussit. Et pour l'instant, ils s'en sortent vraiment bien. Donc, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison pour Memphis. En tout cas, bon management, comme je le disais, bon coaching. Tu bats des grosses équipes. Tu as vraiment tous les ingrédients pour faire une grosse saison. Pourquoi pas tenter quelque chose d'intéressant en post-season, donc en play-off. Maintenant, il y a encore une moitié de saison. Est-ce que les Grizzlies sont en train de surperformer? Est-ce qu'ils sont en sur-régime? On peut se poser la question. Moi, j'ai quand même l'impression que tu as vraiment de la profondeur, un groupe qui vit bien. Et toutes ces phrases qui sont un peu clichés, mais qu'on dit très souvent des bonnes équipes, c'est le cas en ce moment pour Memphis. Ja Morant qui joue à un niveau, je reviens un peu sur lui quand même avant de terminer, mais il est dans sa 3e ou 4e saison. 4e saison, il me semble. Et ça fait quand même un moment, depuis qu'il est arrivé dans la ligue et tout, on était là, est-ce que c'est une superstar? Est-ce que c'est une star? Au début, on disait là, oui, c'est peut-être plus une star en devenir, etc. Moi, j'ai l'impression que là, il nous fait une saison... Vraiment, maintenant, je pense qu'on peut parler de Ja Morant comme une superstar. C'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être un peu prématuré, etc. J'attends de voir vraiment ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison, pour lui et pour son équipe. Mais de plus en plus, Ja Morant s'installe comme un des meilleurs meneurs de la ligue. C'est lui, il me semble, qui avait fait une déclaration du genre aussi, moi je suis top 5 joueur NBA à mon poste, où il avait fait une déclaration un peu de ce genre, en tout cas, qui avait un peu fait couler de l'encre, et beaucoup de gens avaient réagi à ça, dans le bien comme dans le moins bien. Mais force est de constater que... au-delà en plus de ce qu'il est capable de faire dans son jeu, de ce qu'il est capable de produire statistiquement, les volumes, etc., et ce supplément d'âme qu'il apporte à l'équipe, il a vraiment le package de la superstar. C'est un leader ultime. Et il a l'équipe parfaite pour ça autour de lui. C'est-à-dire qu'il donne tout sur le terrain. Ça donne envie à ses coéquipiers d'en faire de même. Et c'est une équipe qui est assez jeune. Et autour de lui, il n'y a pas de superstar. Moi, j'ai vraiment l'impression... Je vois ces Grizzlies vraiment comme... l'équipe de Ja Morant et de tout un tas de soldats qui ont tous un rôle plus ou moins important, plus ou moins défini, plus ou moins bridé ou plus open. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment un patron. Ja Morant, il a quel âge? Il a 22, 23, un truc comme ça. Et c'est quand même assez impressionnant de voir un tel niveau de leadership, d'être capable d'emmener toute une franchise avec toi, etc., à son âge, quoi, et avec la manière, parce qu'en plus, il y a vraiment ce truc de... comme je le disais, Memphis, c'était le grit and grind, c'est le grind city. Il y a ce truc de vraiment c'est rugueux, c'est dur, ça joue physique, ça donne tout, il y a du hustle. C'est vraiment tout ce que j'aime personnellement en NBA. Il y en a peut-être qui vont préférer plus un jeu propre, etc., un peu de nice guy. Il y en a d'autres qui vont préférer peut-être un jeu un peu plus flashy, etc. En tout cas, moi, cette identité, le jeu et tout ce que dégage l'équipe et la franchise de Memphis en ce moment me régale. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. J'imagine quand même que là-dessus, c'est pas forcément un sujet où je pense qu'il y a énormément de débats. C'est-à-dire que autant là où il peut y avoir du débat, c'est sur la question que j'ai posée tout à l'heure, et moi j'ai un peu donné mon avis et vous aussi via le sondage, mais je pense là où il y a surtout du débat, c'est de savoir si... Ok, Memphis, ils sont chauds, ils sont 4e de l'Ouest, ils sont en train de faire une saison qui est vraiment assez folle et impressionnante, porté par un Ja Morant qui lui aussi est impressionnant. Donc, est-ce que c'est vraiment un sérieux contender et une équipe qu'il faut prendre au sérieux là quand on va se rapprocher du 16 avril? Surtout que là, on parle quand même d'une équipe qui, là, à l'heure actuelle, si la saison s'arrêtait maintenant, ils ont l'avantage du terrain. Est-ce que Memphis va avoir l'avantage du terrain? Et en tout cas, la question que je vous pose, parce que ça, avantage du terrain ou pas, ça peut vite bouger, etc. Et ça a peut-être
ça a de l'importance, mais peut-être un peu moins. Mais est-ce que Memphis, c'est un sérieux contender, une équipe à prendre au sérieux, ou est-ce que c'est plus une darling? Est-ce que c'est plus une équipe où on se dit, bon, s'ils vont en play-off et qu'ils perdent au premier tour, est-ce qu'on leur en veut en fait s'ils perdent au premier tour? Moi, la saison qu'ils sont en train de faire pour l'instant, j'ai quand même l'impression que... c'est sûr que s'ils vont au premier tour et qu'ils se font taper au premier tour, là, je vais avoir un peu de mal. Parce que t'es pas dans le cas de figure de l'année dernière où, puisque l'année dernière, ils affrontent Utah, ils avaient dû finir... ils avaient gagné au play-in, mais pour se retrouver 7 ou 8. J'ai plus les classements exacts en tête, mais il me semble qu'ils sont arrivés en place 8, en gros, pour les playoffs. Ils se sont fait taper 4-1 par Utah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu arriver vraiment à n'importe quelle équipe. Là, tu as quand même pour toi le fait d'être en avance par rapport aux autres dans ta conférence. Maintenant, voilà, si t'es 4e, bon, t'as l'avantage du terrain, mais tu joues contre le 5e. Si c'est les Lakers, comment tu fais, etc. Il y a retour d'Anthony Davis et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, quoi qu'il en soit, même si tu peux tomber sur une grosse équipe, le niveau de difficulté de la série, en tout cas pour les Grizzlies, est censé être inférieur à ce qu'il ne l'était l'année dernière contre Utah. Parce que tu joues mieux, ton équipe performe plus, Ja Morant joue encore mieux qu'avant, et tout simplement, tu es censé jouer une équipe moins forte que Utah l'année dernière. Donc moi, voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai quand même de bons espoirs pour Memphis. J'aimerais bien, personnellement, là, c'est pas du tout de la prédiction ou quoi, mais c'est vraiment... j'aimerais bien voir cette équipe aller un peu loin en play-off. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et bon, déjà, j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner à ce niveau-là. Je les vois clairement pas encore assez forts pour aller en finale NBA ou quoi. Pour moi, le miracle, c'est... bon, s'ils vont en finale NBA, c'est un miracle. S'ils vont en finale de conf, c'est vraiment fort. J'aimerais quand même... je leur demanderais quand même de passer le premier tour en fonction de l'adversaire. Voilà, on va voir encore qui ça va être. On va voir ce qui va se passer au niveau des classements. Encore une fois, la saison est loin d'être terminée. Mais j'ai hâte de voir tout ça et j'ai très très hâte de voir ce que va faire le management en fonction de sa série, en fonction de sa fin de saison, du run de playoff qu'ils vont faire et de tout ça et voir ce qu'ils vont faire. Ils ont de la flexibilité. Comme je l'ai dit, 20 millions et 3 pics, t'as quand même de quoi faire. Donc, du côté des Memphis, normalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On espère que ça va continuer, qu'ils ne vont pas dégringoler comme ça a pu leur arriver auparavant en cours de saison. Et j'ai envie de dire, rendez-vous le 16 avril. Rendez-vous le 16 avril et rendez-vous là pour le All-Star Weekend pour voir si Ja Morant sera titulaire ou pas. En tout cas, il sera All-Star, c'est obligé. Il est vraiment juste trop, trop chaud. Attention, là, du coup, comme je le disais, tu as, il me semble, 18 matchs à jouer sans Dillon Brooks. Je vous dis ça tout de suite. C'est ça, 18 matchs à jouer sans Dillon Brooks d'ici là. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, les Grizzlies vraiment nous régalent, vous régalent, me régalent absolument toute la sphère NBA. Tous les comptes qui parlent de basket en ce moment, le soir, à partir de minuit, ça y est, quand on commence à tweeter les highlights et à réagir un peu sur ce qui se passe sur le terrain, dès qu'il y a les Grizzlies qui jouent, on est obligé de parler de Ja Morant. Il y a des vidéos qui circulent dans tous les sens. Vraiment kiffant, vraiment kiffant. Hâte de voir ce que ça va donner pour Memphis. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je le disais tout à l'heure, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Sinon, ça se passe sur Twitter, @l'analystefr. Les réseaux s'affichent une nouvelle fois juste en dessous, comme ça, ici. Et pour ceux qui m'écoutent, voilà, c'est l'analystefr tout attaché. Le site web est toujours en ligne. Et bien heureusement, c'est l'analyste.fr pour retrouver toutes les actus. En ce moment, il est possible qu'on parle un peu de transfert, puisqu'on se rapproche aussi gentiment de la trade deadline, etc. Donc voilà, toute l'actu, ça se passe sur nos réseaux, sur le site, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas, si vous regardez les émissions sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est un moyen pour nous de nous développer, d'être toujours, d'avoir plus de possibilités, etc. et d'avoir une audience tout simplement plus large, qui est tout à fait cool. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, mais s'il y a une notation, n'hésitez pas à nous mettre le max si ces émissions vous régalent. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous donner rendez-vous gentiment mercredi prochain, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Avec vous, c'était Hugo Olgado pour l'analyste. Peace!